Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter les machines que j'utilise pour réaliser tous les projets que je vous présente dans mes vidéos de couture. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais donc revenir sur mes débuts en couture et vous expliquer mon évolution concernant l'achat de mes machines. J'ai commencé la couture fin 2009, en décembre 2009 précisément. Donc j'avais une première machine que ma maman m'avait achetée, je pense en 2008. Et elle est restée environ un an dans son carton. Elle me l'avait achetée parce que à l'époque, j'étais une grande fan de sacs à main. Je le suis toujours, mais j'en achète beaucoup moins. Enfin, j'achète de manière différente. Mais à cette époque-là, j'achetais beaucoup de sacs à main, donc ça pouvait être même un par mois. Enfin, j'en avais une collection assez impressionnante. Toujours des sacs à main pas très chers, hein, mais voilà, j'en avais beaucoup. Et comme je faisais en parallèle un peu d'activité créative, déjà je faisais des bijoux en fimo, j'étais tombée sur des blogs où des créatrices faisaient aussi de la couture, et en particulier des accessoires et des sacs à main. Donc je me suis dit, oh, ce serait trop chouette de pouvoir coudre moi-même mes sacs à main. Donc voilà pourquoi, au départ, j'ai voulu faire de la couture. Donc ma maman avait dû entendre cette idée-là, et elle m'avait acheté ma première machine à coudre, je pense chez Lidl à l'époque. C'était les enseignes qui font les machines comme ça, premier prix, pour une centaine d'euros. Je pense que c'était autour de 100 euros. Elle est restée quelques temps dans son carton parce que je n'avais aucune idée de comment enfiler le fil, ce que c'était qu'une canette. Enfin, je comprenais pas le principe et du coup, j'avais un peu mis ça de côté. Jusqu'au jour où je me suis trouvé un tuto de sac, tout simple, pour l'époque. Je suis allée à Mondial Tissu acheter du tissu qui me plaisait, pas du tout adapté à un sac maintenant que je me rends compte, mais à l'époque, voilà, j'y connaissais rien du tout. Et je me suis lancée à coudre mon premier sac. J'étais plutôt contente de ce premier sac. Donc ça, c'était fin 2009. Et pendant quelques années, j'ai cousu principalement des accessoires. Donc c'était des sacs, des petits porte-monnaies, des portefeuilles. Enfin voilà, je suis restée vraiment axée accessoires et en aucun cas je ne me voyais faire des vêtements. Je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça plus compliqué de faire des accessoires parce qu'il faut que ce soit vraiment bien coupé carré, avec des angles propres, etc., que de faire des vêtements, ou sur une blouse par exemple un peu floue, on peut être un peu moins précis. Moi je trouve. Je trouve que les accessoires, c'est ce qui demande pour moi le plus de précision. Mais à l'époque, je me disais que c'était plus simple. J'ai donc cousu plusieurs années sur cette machine à coudre, on va dire de premier prix, mais qui faisait bien le job. On a déménagé, je me souviens, je m'étais installé un petit espace couture, j'avais toujours cette machine. Et jusqu'à la naissance de mon fils, donc en 2012, j'avais cette machine. Au moment où je suis tombée enceinte, enfin en parallèle de tout ça et de la naissance de mon fils, j'ai cousu quelques petites choses pour lui. J'ai cousu des lingettes, j'ai cousu une gigoteuse. Donc j'ai commencé un petit peu à dériver des accessoires pour aller vers de l'équipement, on va dire, voilà, gigoteuse. J'ai pas fait le tour de lit, je crois pas, non. Mais j'ai cousu des petites choses. Donc là, on était en 2012. Et un jour, un week-end de l'été 2012, mon mari me fait la surprise de m'emmener dans la ville à une demi-heure de chez nous, chez un revendeur de machines à coudre, que lui connaissait parce que par son travail, il avait des couturières dans son atelier, etc. Donc voilà, il connaissait le revendeur de machines à coudre. Et donc il m'a emmené dans ce magasin où on a été accueillis par une très gentille vendeuse qui m'a présenté les machines qu'ils avaient, bien sûr, voilà, que eux vendaient, les marques qu'ils vendaient, m'a fait une démo de plusieurs machines, dont une en particulier qui m'a semblé, bien sûr, forcément 10 000 fois mieux que la mienne, hein, et, euh, et que j'ai forcément eu envie d'acheter. Donc ça faisait quand même plusieurs mois que je me disais que ce serait bien que je change de machine parce que celle de Lidl, le fil s'enrayait, ça se prenait tout le temps dans la canette, etc. Je sentais que si j'avais envie de poursuivre, il fallait que je passe à un cran au-dessus en termes de qualité de machine. Donc c'est vrai que là, de pouvoir voir physiquement dans une boutique et d'avoir une démo de machines à coudre de marques différentes et puis de qualités différentes, ça j'ai vraiment apprécié parce que sinon j'aurais pas forcément su quoi choisir. J'avais bien sûr étudié le marché, hein, de toute façon je comptais pas acheter sans regarder, mais c'est vrai que d'avoir une démo d'une dame qui s'y connaît, c'est beaucoup plus agréable. J'ai donc réfléchi pas très longtemps parce qu'on est sorti du magasin, on est allé se balader genre une demi-heure et puis on est revenu, on a acheté la machine. C'était un peu le but.
Donc c'était une machine qui avait un certain coût, ils nous ont proposé de payer en plusieurs fois, et c'est toujours la machine que j'ai actuellement. Il s'agit donc d'une Juki HZL G210. Ça en jette, dit comme ça. C'est donc la machine qui est derrière moi ici, là, sous son capot, que je vais vous présenter plus en détail dans quelques instants, qui est une machine électronique. Alors, électronique de l'époque, parce que je pense que les électroniques actuelles sont beaucoup plus évoluées. J'ai pas d'écran tactile, j'ai pas de choses comme ça. C'est quand même au bouton, mais j'ai quand même un écran qui se règle avec, vous allez voir, un affichage. Tout n'est pas manuel. Au niveau du prix, alors j'ai pas forcément recherché la facture, mais dans mes souvenirs, on était bien dans les, quand même, je dirais entre 600 et 800 euros. Donc ce qui n'est pas rien, je suis tout à fait d'accord, passer d'une machine à 100 euros à une 600 à 800 euros, mais c'était vraiment devenu pour moi essentiel la couture à l'époque, mais ça l'est toujours d'ailleurs. Et j'avais vraiment envie de quelque chose de bien, de fiable et de qualité. Alors Juki, j'avais déjà vu certaines machines, enfin voilà, sur internet. Je m'étais bien rendu compte que c'était une bonne marque. Là, forcément, elle m'a présenté plein de petites choses que je vais vous montrer juste après. L'enfil pour enfiler le fil de manière automatique, le coupe-fil automatique. Enfin, vraiment, tout était, pour moi, ça me semblait, c'était un vrai bonheur. Donc, on va passer devant la machine. Je vais vous présenter rapidement ce qu'elle peut faire, les capacités qu'elle a et ce que moi j'utilise par rapport à ces capacités parce que en plus, j'utilise honnêtement pas du tout tout ce qu'elle est capable de faire. Nous voici donc devant ma machine Juki. Donc vous, comme vous le voyez, elle n'a pas de housse tissu, je n'en ai jamais cousu. Par contre, elle a toujours son cache assez horrible, plastique, avec écrit Juki en bleu dessus, mais qui permet de la protéger de la poussière et que je mets régulièrement quand je la range. Donc voilà, je vais enlever le cache. Voici donc comment elle se présente. Vous avez donc la partie ici, donc qui va permettre de coudre hein, avec l'aiguille, la plaque à aiguille. Vous avez ici un rangement. Je vais vous montrer de plus près parce que vous avez ici le bras libre qui permet, cette partie-là s'enlève et qui permet de coudre par exemple des choses en rond et qu'on peut enfiler en rond ici autour. Et donc dans cette partie, si je vous montre, ici j'ai un rangement. Voilà, je garde mes pieds, vous voyez, il y a le pied à boutonnière, il y a le pied à biais que je ne sais toujours pas utiliser, il y a mon pied à fermeture éclair, etc. Donc ça permet de garder et de ranger les pieds. Vous avez ici la partie écran réglage, donc je me rapprocherai un petit peu après pour vous montrer comment ça marche. Et vous avez au-dessus ce capot qui se soulève, qui présente tous les points ici disponibles, donc qui va me permettre de choisir et de sélectionner mon point. Vous avez ici, je vais venir au-dessus après, la bobine de fil, le réglage de la tension ici. Là, c'est le petit bitonio, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour faire la canette. Je reviens donc sur le dessus. Donc comme je vous le disais, là vous avez la bobine qui se met ici, que je cale. Et voilà, donc les réglages ici, là c'est pour les indications pour enfiler le fil. Et ça sert pour faire la canette. Et ici donc tous les points disponibles. Donc vous voyez, il y a énormément de points. Donc sur la première ligne, en fait, ça indique sur l'écran que je vais vous montrer juste après, sur quel réglage je dois me mettre. Donc ici vous avez la ligne droite, je ne sais pas comment on peut s'appeler, le cœur et les lettres ABC. Donc je peux faire effectivement toutes les lettres de l'alphabet, enfin je peux faire plein de choses. Ici vous avez les points décoratifs, vous voyez il y a énormément de choses qui sont à faire avec le pied I, ceux-là aussi d'ailleurs, et avec le pied normal, ou non c'est pas que le normal, parce qu'il y a des fois c'est le pied à boutonnière, des fois c'est le pied à fermeture éclair, mais avec les autres pieds, je peux faire tous ces points. Donc ici vous avez le point droit, ici c'est le point droit qui est décalé à gauche, le point élastique, le point zigzag, le point zigzag triple. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Donc je ne vais pas savoir vous dire à quoi servent les autres. Ça c'est pour faire de l'overlock je crois, enfin pour surjeter des bords. Le point triple et si ceux dont je me sers c'est les boutonnières. Donc soit le 9, soit ici il y a des formes de boutonnières différentes. Et puis voilà, tout ça, je m'en sers absolument pas. Ou vraiment, je vais tester des choses des fois, mais c'est hyper rare. Donc vous voyez, je me sers de 4, 5, 6, 7,
voilà, on va dire 10 points différents sur 39 plus 39 plus 99. Je vous laisse faire le calcul, mais vous voyez que je me sers vraiment des points classiques et tout le reste, je m'en sers pas. J'ai dû tester une fois les points décoratifs. Je me souviens sur un sweat de mon fils, je crois, à l'époque en 2012, 2013, 2014, je sais plus très bien. Mais voilà, j'ai pas le réflexe. Et puis pour moi, coudre, c'est pas ça, enfin ça correspond pas à ça. Donc c'est vrai que je me sers vraiment que des points principaux. Donc cette machine est très très bien par rapport à ça, mais je n'exploite absolument pas de ce point de vue-là. Je me suis donc approchée ici de l'écran qui se trouve sur la droite de la machine, donc je suis désolée, hein, je me vois en reflet. Donc je l'allume sur le côté, vous allez entendre un petit bruit. Et voici l'écran qui s'affiche. Donc, c'est pas du tout un écran tactile. Je vais venir régler ici. Donc, c'est ce que je vous dis sur les machines actuelles. Je pense qu'on n'a plus trop ce type de bouton. Enfin, sur les écrans tactiles, maintenant, comme ils font, j'imagine que... Enfin, j'ai déjà vu, on tape directement sur l'écran. Mais ici, c'est ici que je vais choisir mon point. Donc là, je suis au point 0, 0. Donc, je sais que c'est le point droit. Que je peux utiliser avec le pied A ou le pied B. J'ai une... Alors là, c'est pas la largeur de point, c'est là où se trouve mon aiguille. Là, elle est centrée. Je peux l'emmener à droite, plus à droite. Là, vous voyez, la poigne n'est pas bougée, mais elle bouge. Et je peux l'emmener plus à gauche. Ici, c'est ma longueur de point. Donc, je peux aller jusqu'à 5. Je crois, par exemple, quand je bâtis des choses, je vais jusqu'à 5. Donc, vous voyez, j'appuie plusieurs fois. Et ici, il y a plusieurs petits boutons qui ne me servent vraiment quasiment absolument jamais. Donc là, ça, c'est pour le coupe-fil automatique. Ça, si j'active ça, voilà, le pied s'enfonce et le pied se relève. Ici, je reviens sur ça, c'est pour faire au démarrage et à la fin des points, des points arrière automatiques et ça coupe, ça coupe le fil automatiquement. En fait, ça vous évite de faire la manip vous-même. Je ne pense jamais à l'activer. Ici, c'est pour changer le mode pour les différents points que je vous ai montrés. Bon, là, par exemple, je suis sur le mode cœur, donc c'est pour faire tous les points de décoration. Là, je suis sur le mode ABC, donc c'est pour faire l'alphabet. Et en même temps, vous voyez, ça vous change le pied. Et là, je reviens sur le mode que j'utilise tout le temps. Ça, c'est pour garder en mémoire des choses quand vous utilisez l'alphabet, je crois. Je ne me souviens plus du tout. Ça, c'est pour annuler la mémoire. Et ça, je ne sais plus. Je suis allée voir la notice. Ça me dit que c'est la touche de réglage de programme. Donc apparemment, c'est pour... faire des tests et revenir à des réglages, les réglages avant, ça ne nous convient pas. Enfin, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé et du coup, ça me pose question. Je pense que je vais pousser un petit peu plus loin l'étude une fois que j'aurai fini cette vidéo. On se retrouve au niveau donc de là où on va piquer les projets. On a ici 3 boutons et ici un variateur. Donc ici, c'est un variateur qui va permettre de coudre. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais là, j'ai une tortue. Et là, j'ai un lièvre, je pense. Hein. Donc là, la machine va aller lentement. Et là, la machine va aller très vite. C'est pour régler la vitesse quand je vais coudre sans la pédale. Puisque ce petit bouton ici, qui est rouge, si j'appuie dessus quand mon pied est abaissé, la machine va partir. Ici, je peux coudre en fait sans pédale. Je démarre et j'arrête la couture. Donc moi j'ai pris l'habitude, c'est vrai que je n'en ai pas parlé encore dans la présentation, j'ai pris l'habitude de coudre avec ça. Je ne sais plus coudre à la machine à coudre avec ma pédale. J'ai voulu m'en resservir la semaine dernière et en fait la pédale elle ne fonctionne plus. Donc je ne sais pas si c'est la prise au niveau de la machine ou si c'est la pédale qui a un souci. Je pense que je vais essayer de voir avec mon papa s'il peut la démonter et regarder si voilà, c'est quelque chose. Au pire ça doit pouvoir se racheter. Mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de coudre avec ce bouton, donc je démarre et j'arrête ici. Je couds très souvent en tortue, alors dans les lignes droites j'accélère un petit peu, mais voilà, et j'aime bien parce que je prends mon temps, parce que je fais des points, parce que je contrôle bien comment va mon tissu, donc c'est vrai que je couds, voilà, c'est pas une couture classique à la pédale, mais moi c'est vraiment, j'ai pris cette habitude et j'aurais du mal à revenir en arrière. Ce bouton ici me permet de faire les points arrière, et celui-ci me permet de couper le fil à la fin de la couture directement, je vais vous montrer ça en piquant un morceau de tissu. Avant ça, je vais vous montrer comment on enfile le fil. Donc le fil part de la bobine en haut et quand il arrive ici, vous voyez, je le passe ici derrière. Et ici, j'ai un petit outil qui va me permettre d'enfiler le fil. Donc je le coince, alors je ne sais pas si ça va être très très visible avec mes gros doigts. Je le coince là comme ça et je relâche et hop, vous voyez, ça l'a tiré en arrière. Et en fait, il est ressorti là. Et donc je tire. Et voilà, mon fil est passé. Et ça, je trouve ça génial. Alors, je pense qu'il y a
système peut-être un peu plus évolué aujourd'hui, mais alors moi ça me suffit amplement. Je passe pas 3 jours à chercher, à enfiler mon fil dans le trou de mon aiguille, et ça c'est top. Donc ensuite, j'ai pris un petit bout de tissu, un peu flashy, mais bon, ce que j'avais sous la main. Donc je me mets ici, j'abaisse le pied ici par derrière. Donc je peux planter l'aiguille dans le projet. Si vous vous souvenez, j'appuie sur le deuxième bouton du début. Voilà. Et là, je le remonte, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je peux l'appuyer. Je suis en point droit, hein, j'ai rien changé. Et là, je peux démarrer. Et si j'accélère un petit peu ici, donc là, si j'augmente, vous voyez, voilà, je ralentis. Donc là, je vais faire mes points d'arrêt, donc les points arrière. Hop, j'appuie ici. Donc là, le tissu repart en arrière. Hop, ça s'arrête. Et si je suis OK, j'appuie. Oh, c'est pas facile le cadrage, je vous avoue. Ici, vous voyez, l'aiguille est remontée. Vous avez entendu un bruit, voilà, un petit bruit. Si je remonte mon pied de biche, l'aiguille est remontée. Je peux sortir mon tissu et le fil est coupé. Là, vous voyez, mon fil est coupé. Ici, pardon. Ici, il est coupé à la fin. Là, mon point d'arrêt est fait. Et de l'autre côté, voilà. Les fils sont coupés. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Sur la grille, j'ai des repères. Je vais vous montrer de plus près. J'ai donc des repères ici. Donc là, si je mets le bord de mon tissu ici, je sais que je suis à 1 cm. Donc, pour les marges de couture classiques. Là, à 0,7, c'est pratique pour tout ce que j'ai fait à la surjeteuse, parce qu'en général, je suis à 0,7. Et là, voilà, j'ai 1, 1,5, 2. Donc là, vous voyez, si je veux me mettre à une marge de couture de 2, voilà, mon tissu n'est pas droit. Mais bien sûr, là, hop, si je viens là, mettre mon tissu bord à bord ici, j'abaisse, voilà. Je sais qu'entre là où va se planter mon aiguille et le bord de mon tissu, je suis à 2 cm. Je peux vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure de décalage de l'aiguille, parce que des fois, on a besoin de coudre plus à gauche ou plus à droite, par exemple avec le pied de fermeture. Donc c'est mon bouton de tout à l'heure. Voilà, vous voyez, là, elle est à gauche. Et là, je vais coudre à droite. Donc avec ce pied, pas de souci. Hein, je peux me décaler comme je le souhaite. Je me remets au milieu. Quand j'ai le pied à fermeture, c'est indispensable de se décaler parce que sinon, ça pique sur le pied. Voilà comment pique ma machine. Donc après, voilà, si par exemple, je mets un point zigzag, donc je mets le point 0,3. Je mets en route le point zigzag. Mon pied est bien abaissé. Je sais que mon pied est bien abaissé parce que ma petite loupiote est verte, sinon elle serait rouge. Et je peux lancer le point zigzag. Il fait quelques points sur place au départ. Et après, c'est parti. Voilà. Et je peux bien sûr l'accélérer comme tout à l'heure. Je fais quelques points en arrière pour sécuriser ma couture. Et je coupe avec mon petit bouton où il y a le ciseau. Voilà. Je soulève mon pied. Et voilà. Rapidement, les pieds que j'ai. Donc, je vous ai montré, ça c'est le pied normal. J'ai le pied à boutonnière automatique. Donc, vous voyez, il y a encore un bouton, voilà, qui se met là. Vous choisissez votre boutonnière, vos réglages. Vous laissez filer. La boutonnière se fait toute seule. J'ai un pied... Ah, attendez, il y a un aimant. Il y a un pied à biais que je ne sais pas utiliser. Franchement, je n'y arrive pas. J'ai fait plein d'essais. Je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. J'ai mon pied, bien sûr, à fermeture éclair, qui me sert pour tout ce qui est projet, passe-poil, des choses comme ça. Enfin, projet, quand je dis projet, on va dire accessoire, sac, fermeture éclair. J'ai le pied I, donc qui sert pour les points décoratifs, l'alphabet, etc. Donc lui, il est transparent. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors, j'ai celui-ci qui sert pour les points... de overlock, je crois que ça s'appelle, et aussi à surjeter, parce qu'en fait là il y a une barre au milieu, donc l'aiguille elle va piquer de chaque côté, et là vous avez une petite butée sur le côté. Vous pouvez mettre votre tissu bien ici en bord pour qu'il aille bien droit. J'avoue que je ne l'ai pas trop utilisé celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce pied là qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, un pied à fermeture éclair invisible, et je dois avoir logiquement un pied téflon. Oui, il est là. Pour coudre le simili-cuir ou le cuir, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, pour changer le pied, par exemple, imaginons je vais mettre celui-ci, je referme, je vais rapprocher, on verra mieux. Donc j'ai une petite pression là que je peux faire à l'arrière. Hop, le pied tombe, vous voyez, il est tombé, je l'enlève,
Je mets celui-ci à la place, bien en dessous. Je baisse mon pied comme si je voulais le baisser. Hop, ça se clipse. Et hop, voilà. Et c'est parti pour coudre avec le pied téflon. C'est aussi simple que ça. Franchement, elle est très simple d'utilisation. Il n'y a aucune complexité. Les réglages, il n'y en a quasiment pas. Voilà, vous réglez votre longueur, votre largeur de pointe. La tension du fil, je ne la change moi jamais. Vraiment très rarement. Donc voilà, c'est une machine qui va très bien, qui peut me permettre plus de choses que ce que je fais actuellement, mais j'ai l'impression que toutes les machines qui montent un peu en gamme comme ça, elles proposent toujours 10 millions de points qu'on n'utilisera jamais, mais c'est un petit peu la règle pour les machines qui sont tout de suite plus chères et donc qui offrent beaucoup plus de possibilités, même si on ne les exploite pas. Juste une dernière petite précision parce que je vois mon fil. Pour ma part, j'utilise toujours le fil Gutermann parce que je sais que c'est un fil de qualité. Je n'ai jamais acheté les fils chez Lidl et compagnie avec voilà, plein de couleurs pour pas cher. Je préfère utiliser du fil de qualité pour la durée de mes projets et aussi pour mettre des choses qualitatives dans ma machine parce que je pense que c'est, enfin moi c'est mon avis, je pense que c'est mieux. Donc ça j'achète en général à Mondial Tissu, c'est pas donné une bobine, je crois que elles sont à 5 € les bobines. Je crois que sur le net elles sont un petit peu moins chères, mais j'avoue que moi comme j'achète à chaque fois la couleur avec mon tissu à côté, sur le net c'est impossible, donc c'est vrai que voilà, souvent j'achète un Mondial Tissu. J'ai énormément de couleurs maintenant, une bobine ça dure quand même un petit moment, hein, ça dure pas un projet. Hein. Et lié à ça, j'utilise, alors là c'est vraiment lié aussi à la machine, des aiguilles et j'utilise tout le temps les aiguilles Schmetz. Je n'utilise jamais autre chose. Je dois avoir quand même des Bohin, je crois, dans ma boîte à aiguilles. Vraiment, si jamais j'ai plus de Schmetz, je sais que j'ai les Bohin, si j'ai pas le temps d'aller en racheter d'autres. Mais je fais toujours très attention à avoir tout le temps, voilà, alors ce set d'Universel, qui est très bien, donc de 70 pour les projets fins, 80-90 quand ça devient un peu plus épais. Et puis les jerseys ou les stretch pour les matières plus jersey, il y a les aiguilles de jean, il y a les aiguilles, c'est tout. Cuir, il n'y a pas, pour le cuir, ah si, il y a des cuirs, je crois, où j'utilise les jeans pour le cuir. Donc bon, mais voilà, après, je sais que c'est de qualité, je sais que, voilà, j'ai une bonne aiguille. Alors on les repère avec des codes couleurs, moi j'y comprends jamais rien. J'avoue que quand je les mets de côté, après je les mélange, je sais plus, donc elles servent pour 2-3 projets, et en même temps une aiguille ça s'use. Donc j'avoue que j'en change quand même assez souvent, parce que ça s'use et après ça peut vous faire des points quand même moins jolis. Donc voilà pour les deux petites précisions que je voulais rajouter. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette machine, les différents points, ce que moi j'utilise et ce que je n'utilise pas du tout. Donc voilà, je vous ai montré l'alphabet que j'utilise pas du tout. C'est vrai que moi je fais de la couture classique, quoi. J'utilise vraiment les points de base, ce dont j'ai besoin pour coudre les vêtements, pour coudre les accessoires, et ça me suffit amplement. J'ai pensé récemment à éventuellement la changer. Alors pourquoi? Pas parce que tout simplement j'ai vu d'autres machines qui avaient l'air forcément beaucoup mieux actuellement. Parce qu'actuellement on est passé à des écrans tactiles, donc c'est vrai que moi j'aime bien la technologie, toutes ces choses-là, donc c'est vrai que ça fait envie. Mais quand je me pose vraiment et que je mets en face donc les besoins que j'ai, ce que fait ma machine, ce que pourrait faire une éventuelle machine un petit peu plus récente, je n'ai aucun besoin de changer de machine. Elle va très bien, elle coud les épaisseurs, les accessoires, je peux coudre du simili-cuir, du cuir, j'ai aucun souci. Elle a été révisée régulièrement, donc je sais qu'elle va bien. La seule chose éventuellement que qui pourrait évoluer, c'est un pied double entraînement. Ça, je pense que ça me faciliterait peut-être un peu la tâche. Sinon franchement, elle va bien. J'ai vu, je crois que c'est une Janome, alors je ne me souviens plus du nom, hein, les Futura quelque chose, non, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a plusieurs couturières là qui l'ont acheté récemment, des couturières qui font ça, voilà, qui font beaucoup de couture. Elle a l'air vraiment géniale, quoi. Je suis sûre que si je la vois en magasin, je vais me dire bah oui, il me la faut. Mais elle fait encore 10 millions de points, alors que moi je voudrais en fait une machine de qualité, évoluer côté technologie par rapport à l'écran, par rapport à la prise en main, enfiler le fil, le coupe-fil, etc. Mais avec un point droit, un point élastique, un point zigzag, enfin une boutonnière automatique, et puis voilà quoi. Moi les alphabets, les points de décoration, tout ce que ça peut faire, je m'en fiche complètement. Alors je m'en fiche actuellement, peut-être que dans quelques années,
je vais m'en servir, j'en sais rien, mais c'est vrai que là, depuis 2012, je les ai quand même testés, ces points. J'ai testé hein, l'alphabet, les points de décoration, de temps en temps, vraiment 1 ou 2 fois. Mais je pense que si je suis honnête avec moi-même, je n'ai pas besoin de changer. Tant qu'elle va bien, voilà. Je vois pas de raison d'investir dans une autre machine, à moins que j'ai une démo un jour et que je vois que oui, ça pourrait, que la mienne est en retard sur certaines choses, mais franchement, elle court, hein, et puis j'en suis entièrement contente. J'ai regardé rapidement avant de vous faire cette vidéo le prix actuel, donc sur certains sites elle est marquée même indisponible, donc je pense qu'elle ne se fait plus. Mais Juki se fait toujours, donc et cette gamme là, HZL quelque chose, ça, voilà, il doit y avoir un numéro un peu plus récent. Et voilà, sachez que vous pouvez avoir confiance enfin, en cette marque et en cette qualité de machine. Donc avec cette machine, même avec l'ancienne, j'avais cousu déjà un petit peu de jersey. Donc j'avais commencé avec le point élastique, là, ce fameux point qui permet de coudre du jersey. Et au début, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir une surjeteuse. C'est vrai que je me disais, bon, on peut faire ça avec une machine. Je cousais pas spécifiquement beaucoup de jersey, je n'avais pas spécialement envie d'une surjeteuse. Puis bon, quand même, ça me titillait, ça me titillait. Et toujours par ce fameux revendeur de machines à coudre, bon, sa boutique avait fermé entre-temps, mais mon mari avait gardé contact et lui avait demandé, est-ce que tu vends des surjeteuses? Et donc il était venu me faire une démo à la maison d'une surjeteuse de marque inconnue au bataillon, Acme, je crois, ACME, je lui avais sûrement une référence, pour je crois 200 ou 300 euros. Donc lui m'a montré comment ça marchait, m'a expliqué ce que je pouvais faire et je me suis laissée tenter parce que j'avais vraiment envie de franchir le pas. Je me suis dit allez, si je veux avoir des finitions un peu mieux sur mes vêtements que je couds, j'investis. Donc ça je pense que c'était 2014, je dirais, la naissance de ma fille. Là, j'ai pas exactement la date, mais c'était un petit peu après la machine à coudre. Donc j'ai cousu un petit peu avec cette surjeteuse. Ça m'a permis de comprendre l'intérêt de la surjeteuse par rapport au jersey, par rapport aussi aux finitions, même sur du coton, hein, d'avoir des bords bien finis. Par contre, je pense que c'était lié à cette surjeteuse, mais j'ai énormément galéré à enfiler les fils, à trouver des réglages à chaque fois. J'y passais facilement 1 heure à chaque fois. Alors après, je voyais bien que c'était joli, que c'était bien fini, mais la facilité d'utilisation n'était pas vraiment au rendez-vous sur ce modèle. Donc, comme je voyais l'intérêt de la surjeteuse, j'ai bien sûr eu envie d'investir dans une surjeteuse plus simple d'utilisation, enfin de meilleure qualité et avec voilà, des réglages plus simples à faire, etc. Donc je me suis renseignée, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête, j'ai échangé avec différentes couturières que je côtoyais sur Instagram ou sur leur blog, je voyais avec quoi elles cousaient, etc. Et j'avais donc eu très envie d'investir chez Babylock. Donc Babylock fait des surjeteuses et des recouvreuses. C'est une marque japonaise, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est de très bonne qualité, mais le prix aussi est très très bon, on pourrait dire. Enfin bon, dans le sens bon, plutôt élevé. Donc j'ai porté mon choix sur la Babylock Imagine 2 à l'époque, qui coûtait, je pense, dans les 1000-1200 euros, quelque chose comme ça. Et comme j'avais vraiment très très envie, j'ai décidé de mettre de l'argent de côté pour avoir la somme directe pour pour me la payer. Je ne pouvais pas dépenser comme ça d'un coup. Enfin, je pense que j'aurais pu, mais je voulais pas. C'était quand même quelque chose en plus, voilà, de ma vie de tous les jours. C'était pas forcément une priorité. Donc mois par mois, j'ai mis de côté, j'ai fait ma petite cagnotte surjeteuse que j'avais mois par mois. Et quand j'ai eu la somme sur le compte, je suis passée à l'achat. Donc j'ai eu un petit peu de mal à régler ce montant parce que c'est pas, on n'achète pas tous les jours des choses à 1200 euros. Et là, je l'ai commandé en ligne. J'ai hésité entre 2 boutiques. Alors c'était une boutique dans le sud, Machine et Coudre, je me souviens plus, je vous remettrai en lien, que j'avais eu au téléphone parce que j'hésitais à l'époque encore entre la Babylock et une Juki. J'étais chez Juki pour la machine, je me suis dit pourquoi pas sur jeteuse, mais bon les prix étaient équivalents. Et donc j'avais eu au téléphone cette boutique-là qui était dans le sud et j'avais eu aussi au téléphone la boutique belge qui est assez connue, Stecker, je sais pas comment on dit, qui revend aussi pas mal de machines à coudre, surjeteuses, d'accessoires, etc. Enfin, voilà, c'est une boutique qui ne fait que ça. Et j'ai fait le choix de la commander en ligne. Alors j'avais regardé pas mal de vidéos dessus parce que je voulais voir comment elle fonctionnait. Je me suis dit bon, avec une notice, je peux les avoir eux au téléphone, je vais bien réussir à m'en sortir.
Donc c'est vrai là que pour le coup, je ne l'ai pas vu physiquement, je l'ai commandé en ligne. Ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci, elle a été expédiée dans les temps, ça a été, voilà, c'est arrivé en très bon état, un très bon emballage, donc j'ai eu aucun regret d'être passée par l'achat en ligne. Et si j'avais voulu faire un achat physique, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi, parce que la boutique où j'avais acheté ma machine à coudre est fermée. Dans ma ville, ils ne revendent pas de Babylock, il aurait fallu que je fasse 1 à 2 heures de route pour aller dans des boutiques pour les trouver. Enfin, c'était vraiment pas simple, donc c'est vrai que j'ai choisi la facilité en achetant sur cette boutique en ligne. J'ai eu quand même, c'était l'année dernière, oui, c'était en 2019, j'ai voulu la faire réviser par contre ma surjeteuse. Et chez Staker, et bon, parce que j'avais justement un couteau qui. Je sentais que mon couteau, ça allait plus très bien. J'avais une aiguille, je crois, qui était un peu passée sur le couteau. Enfin, c'était un petit accident de parcours, hein, c'est pas la normalité des choses. Et il y a eu un petit peu un couac parce que j'avais négocié, enfin j'avais vu avec eux, moi j'avais compris que je payais pas les frais de port et eux, en fait, une fois qu'ils ont eu révisé ma machine, il a fallu que je paye quand même le frais de port pour leur retour. Donc c'était soit je les payais pas, soit je les payais et je récupérais ma machine, soit je les payais pas et ils gardaient ma machine en otage. Donc j'ai pas trop eu le choix. Mais j'étais pas très contente parce que dans les échanges de mails, j'avais bien dit ok, c'est une révision, c'est pris en charge par la garantie parce qu'elle était toujours garantie. Mais enfin bon, il y a eu un couac, on sait. Alors est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que c'est eux qui ont été de mauvaise foi? Je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a pas donné envie de retourner faire la prochaine révision chez eux. Et je pense que j'essaierai de trouver un revendeur vers chez moi, quitte à faire 1 heure de route. Mais du coup, là, ça m'a un petit peu dérangé. Si je dois racheter une machine, je suis pas sûre et certaine que je repasserai par eux. J'aurais vraiment envie pour le coup, d'aller en boutique physique cette fois-ci. Parce que aussi c'est bien de faire marcher les boutiques physiques et puis parce que depuis que j'ai acheté ma surjeteuse en 2016, voilà, ma démarche aussi, ma réflexion a évolué par rapport à ça, par rapport à l'achat en ligne, par rapport aux boutiques physiques, donc bon, je suis plus non plus dans la même dynamique par rapport à tout ça. Bon, j'en reviens à la surjeteuse. Je compte absolument pas la changer parce que j'en suis enchantée. Je vais vous montrer rapidement comment elle fonctionne parce que bon, il y a déjà plein de vidéos sur le net qui expliquent comment ça fonctionne. Sa principale caractéristique, c'est l'enfilage des boucleurs par jet d'air. Donc ça s'enfile très facilement, c'est automatique, c'est très simple et vous n'avez aucun réglage à faire. Que vous passiez du coton, du jersey, du molleton, des choses plus épaisses, des choses plus épaisses, aucun réglage à faire. Ça se règle tout seul. Vous réglez juste le différentiel selon l'élasticité du tissu. Et encore, moi, je le bouge quasiment jamais, j'ai jamais de soucis. Mais voilà, vous réglez votre longueur de point, largeur de point, mais sur les tensions, vous n'avez rien à faire. Et pour moi, ma surjeteuse, c'est un bonheur. Depuis que je l'ai, voilà, je ne rechigne pas à l'utiliser. Au contraire, je l'utilise dès que j'ai besoin. Et, et j'en suis hyper contente. Allez, je vous montre un petit peu en image comment ça fonctionne. Nous voilà donc devant ma superbe surjeteuse, n'est-ce pas? Donc autant pour ma machine à coudre, le couvercle en plastique n'est pas très joli, autant là pour la surjeteuse, je n'ai que cette bâche plastique qui était fournie avec, qui n'est pas des plus saillantes, on est d'accord, mais qui permet de la protéger de la poussière. Donc dès qu'elle est rangée, en fait, dès que je m'en sers pas, quand je les glisse sous mon bureau, elle a ça sur elle et ça permet de la protéger. On est d'accord, c'est pas très joli. On est d'accord, je pourrais faire une housse maison, mais j'avoue que je n'ai jamais pris le temps. Donc voici comment se présente cette surjeteuse. Donc je vous ai dit imagine plusieurs fois, imaginez ou imagine, je ne sais pas exactement. Donc on va se rapprocher un petit peu. Donc en bas, vous avez ici le différentiel qui vous permet de régler donc forcément le différentiel, comme son nom l'indique. Donc là, c'est sur le normal. Ici, à gauche, vous avez, ici, vous désactivez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, ici, là, en fait, vous désactivez ou vous réactivez le couteau. Bah, je l'ai désactivé, là, maintenant. Donc là, il est désactivé, et là, je le réactive, mais il faudra que je mette la machine en route pour qu'il se réactive. Vous avez ici la largeur de point, donc s'il va écarter, alors je vais essayer de vous montrer, écarter voilà, le couteau de votre tissu ou le rapprocher, vous réglez la largeur de point. Ici vous réglez la longueur et vous avez aussi sur le côté là pour le réglage pour faire les roulotés. Donc voilà pour la partie basse.
Pour la partie que je veux qualifier de haute, on a donc les bobines. Donc là, on a les 2 bobines de boucleur et là, on a les 2 bobines d'aiguille. Donc ceci est baissé, mais pour coudre, il faut le monter. Bon, ça va sortir du champ, mais voilà, pour bien tendre les fils, pour qu'ils passent dedans et que le fil soit bien ensuite conduit dans la machine. Ici, on a un petit rangement. Bon, alors moi, j'ai même plus rien dedans, je vous avoue, je m'en sers pas du tout. Enfin, j'ai encore un truc comme ça, là. Mais vous pouvez ranger des aiguilles, vous pouvez ranger une petite paire de ciseaux, vous pouvez ranger des petites choses. Donc voilà. Donc moi j'ai des cônes hein, sur le... si j'arrive à le fermer, voilà. Donc voilà pour cette partie qui permet juste de supporter les bobines ou les cônes en fonction de ce que vous mettez. Juste pour l'aperçu de loin, vous voyez là que j'ai monté la petite tige là, je vais vous montrer. Qu'elle monte, voilà. Elle était comme ça. Quand je la range, en fait, la surjeteuse, c'est aussi bas que ça. Je peux même encore baisser, voilà. Et voilà, pour coudre, il faut à tout prix la sortir, sinon les fils ne vont pas être bien tendus. Je me suis rapprochée un petit peu. J'aimerais vous montrer rapidement, même si vous pouvez le voir sur d'autres vidéos, l'enfilement d'un boucleur. Donc vous voyez, là, ici, on entre dans le vif du sujet. Donc, si j'ouvre et que je me rapproche, voilà, là, tout est ouvert. Donc ici, on a le boucleur, le fil du boucleur droit, gauche, qui correspond à la bobine de droite, la bobine de gauche. Ça va passer là à l'intérieur, c'est difficile de vous montrer, hein, voilà, c'est le fonctionnement d'une surjeteuse. Et là, ici, j'ai mes 2 aiguilles parce que j'étais avec 2 aiguilles. Sur la surjeteuse, on peut coudre à 1 ou 2 aiguilles. Là, je vais vous montrer, elle est montée sur 2, donc je ne vais pas m'amuser à tout changer. Je vais peut-être allumer, on verra peut-être mieux si je la... Moi, non, la lampe est pas... C'est pas un éclairage de fou sur ce modèle-là. Je crois que sur les nouvelles, l'éclairage est mieux. Voilà, donc j'ai tiré une bonne longueur de fil, parce qu'en général, il faut une bonne longueur de fil pour que ça s'enfile. Il faut que je mette un mode particulier. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, mais il faut que je bloque, voilà, il faut que je mette les tuyaux l'un en face de l'autre. Donc là, j'appuie là, je tourne mon volant, et voilà, les tuyaux se sont connectés. Donc là, je ne peux pas coudre pendant que je fais ça, en fait, une fois, quand je suis dans ce mode-là. Ensuite, je vais insérer... Alors je suis en fil mousse, c'est le plus difficile, donc voilà, ça se trouve ça va pas marcher, je ne sais pas, on va voir. Donc j'insère un petit bout, ensuite ça passe là. Je mets bien ça sur gauche parce que je suis sur le gauche, et là, je vais appuyer sur ça, je vais pomper en fait, et mon fil il va ressortir, alors il faudrait que vous regardiez là, c'est pas évident à filmer, si je tiens, voilà, j'essaierai peut-être de faire un ralenti. Le fil est enfilé en 5 secondes. Et encore le fil mousse, là j'y suis arrivée vite, des fois j'ai du mal à l'enfiler. Donc là je vais le glisser vers l'arrière. Donc là, ma petite pince là, c'est un truc bien pratique, surtout pour la surjeteuse. Donc voilà, je le fais vers l'arrière, je vais soulever le pied. Voilà. Donc là voilà, vous enfilez ça, vous enfilez ça. Les aiguilles elles s'enfilent assez simplement. Si je monte là. Vous les passez ici et ici, tant que ça passe là, ça passe là, ça passe là. Alors, il y a un petit enfil aiguille aussi. Il faut que je désactive ça. Je vais mettre ça là. Voilà, ici, comme sur ma machine. Il est un peu moins performant que sur la machine, mais il permet quand même d'enfiler les fils plus facilement, plus rapidement que juste essayer de trouver le trou. Donc, on revient donc là. Donc, j'ai fermé mes caches là. Hein. J'ai tout refermé, parce que pour coudre, il faut que tout soit fermé. Donc là, sur celle-ci, je couds à la pédale. Il n'y a pas de bouton, comme sur ma machine à coudre, mais j'ai toujours cousu à la pédale, donc ça voilà, ça me dérange pas. J'y arrive sans souci. Donc là, je peux vous montrer. Donc si je prends un petit bout de jersey, vous voyez, là, je suis montée en double aiguille, c'est-à-dire que j'ai cousu du jersey, parce que j'ai fait des sous-vêtements. Là, c'est le tissu de ma nouvelle culotte. Il est sympa, hein. Bon, mon chéri dit ça fait maillot de bain. Vous me direz ce que vous en pensez dans mon prochain journal de couture, puisque c'est lui que je vous présenterai, quand je vous présenterai, oui, ma petite culotte. Donc là, voilà, j'ai plié en deux. Je soulève un petit peu en général mon pied, voilà, je glisse mon tissu là, j'abaisse mon pied. Je vais laisser les réglages comme ils sont et je vais appuyer sur la pédale. Alors, la surjeteuse, c'est très bruyant. Donc peut-être que j'accélérerai au montage ou peut-être que je vous laisserai le bruit juste pour que vous entendiez. Hein. Mais voilà, je vais juste faire une petite longueur. Et on se retrouve juste après. Donc j'ai juste recoupé mon tissu droit pour vous montrer. Et là, si je mets en route, vous allez voir, ça fait du bruit.
Donc là on arrête, je coupe sur le côté, là j'ai un petit coupe-fil. Et voici mon point de surjeteuse qui est fait. Voilà, avec ça garde toute l'élasticité. Toc, c'est du point, voilà. Et de l'autre côté, ma couture est faite. Toc. Alors j'ai lu sur certains forums qu'il y en a qui trouvaient que le fait qu'on ne puisse pas régler, c'est ce qui faisait qu'on voyait ici quand on tire, vous voyez, on voit un peu les fils. Moi en général ça ne me dérange pas. Sur certains tissus on les voit moins. Moi franchement, voilà, toutes mes coutures que j'ai fait avec ce tissu, enfin pas ce tissu, cette machine et voilà, ces points, j'ai eu aucun souci, rien ne s'est jamais défait. En parlant des points, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, je suis en 4 fils, puisque j'ai 2 aiguilles, ici. Donc ici, j'ai une aiguille, ici j'ai une aiguille, j'ai un boucleur supérieur, un boucleur inférieur. Mais je peux coudre aussi en 3 fils, puisque je peux enlever une aiguille. Et le réglage des points se fait quand le capot est ouvert. On va revenir juste avant. Et donc ici, vous voyez, là, j'ai A, B, C, D. Et j'ouvre. En fait, là, je règle A. Bon, c'est manuel, hein, B, C et D. Donc C et D, je crois que je m'en sers jamais. Si, parce qu'il y en a un, ça va être pour le rouloté. Donc j'en ai déjà fait. Et moi, c'est souvent A, voilà, 4 fils. Et pour le 3 fils, juste pour le surjet, c'est le B. Et j'ai toujours ma petite notice à côté dans mon étagère qui me permet de rappeler ça si j'oublie. Donc c'est vraiment assez simple. Je suppose qu'il y a des surjeteuses peut-être un petit peu plus électroniques que ça, enfin un petit peu moins manuelles en fait, parce que là c'est un bouton qu'on tourne hein, clairement. Mais ça marche très très bien, ça fait le job et je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Voilà pour la présentation de ma petite machine. Au niveau des pieds, alors moi j'ai que celui-là. Je sais qu'il existe des pieds différents pour les surjeteuses. Moi je sais que pour ce que je fais ça me suffit amplement. Il faudrait que je regarde ce qui peut se faire, parce qu'il y a des pieds, je crois, à fronceur, enfin il y a différentes choses. Mais voilà, actuellement dans mon utilisation, ça me suffit amplement et ça fonctionne voilà, parfaitement bien. Concernant les fils que j'utilise donc pour ma surjeteuse, donc moi ce sont essentiellement des cônes parce que les bobines ça partirait trop vite et puis parce que là les boucleurs, voilà, le point que ça fait ça consomme beaucoup. Donc c'est des cônes de ce type. Ceux-ci, je les ai achetés chez Mercerie Extra. Donc vous trouverez, je pense, pas mal de couturières qui vous conseilleront ce site parce qu'il a pas mal de références. Il conseille très bien. Moi, je l'avais eu au téléphone, ce monsieur, pour comprendre un petit peu tous les différents fils, mousse, pas mousse, polyamide, polyester, parce qu'il y a des tailles différentes. Et il m'avait très très bien renseigné. Donc j'avais fait une commande où j'avais acheté les basiques noir, blanc, gris et plusieurs couleurs. Au final, les couleurs, je m'en sers quasiment jamais. Je me sers vraiment principalement du gris, du noir, parfois du blanc, mais c'est vraiment gris-noir. Et voilà, c'est largement suffisant. Donc 4 de chaque, voilà, pour les boucleurs, 2 pour les boucleurs, 2 pour les aiguilles. Du fil mousse polyamide, si vous voulez, pour les coutures plus douces, pour les sous-vêtements, etc. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Concernant les aiguilles, puisque je vous ai précisé les aiguilles pour la machine à coudre, j'utilise les mêmes que pour la machine à coudre. Je les ai déjà rangées, je crois, mais ce sont les Schmetz en fait. Dans cette machine, il n'y a pas besoin d'aiguilles spécifiques. Ce sont les mêmes aiguilles Schmetz que je mets dans ma surjeteuse. Voilà pour la présentation des 2 machines qui se trouvent dans mon atelier. Donc c'est avec ces 2 machines que je couds voilà, régulièrement, qui sont sorties sur mon bureau. J'ai la chance d'avoir un bureau, d'avoir une pièce où je peux aussi les laisser sorties. Et puis quand j'ai besoin de mon bureau, je les range voilà, dessous, je mets les protections et je les range, je les glisse dessous. Et elles sont accessibles dès que j'en ai besoin. Donc je suis vraiment très très heureuse avec ces 2 machines. Je suis actuellement, depuis 1 an, je réfléchis à l'achat d'une recouvreuse. Donc j'y ai réfléchi il y a un petit peu plus d'1 an. En fait, quand je suis allée au salon Création Savoir-Faire, je me suis dit c'est l'occasion de voir ce qu'est une recouvreuse parce que je ne me représentais pas bien exactement ce que ça pouvait faire et puis de voir à quoi ça sert. Donc je vous en avais parlé parce que j'ai eu une démo au salon Création Savoir-Faire, donc je l'ai dit, de Babylock, donc de leur machine, qui sont des surjeteuses recouvreuses. Alors ils ont des recouvreuses, mais la démo que j'ai eue, c'était une surjeteuse recouvreuse. Donc vous avez plein de bobines à mettre dessus, et vous, en fonction de, voilà, de comment vous faites vos réglages, vous pouvez soit surjeter, soit utiliser le mode recouvreuse.
Alors la démo était fantastique, hein, la nana elle était super, elle m'a montré des super trucs, j'ai trouvé ça super chouette, c'est encore hyper simple d'utilisation parce qu'on reste chez Babylock. Mais sur le coup, j'ai pas vraiment vu l'utilité pour moi d'investir dans une recouvreuse. Encore moins dans une surjeteuse recouvreuse parce que j'ai déjà une surjeteuse. Et je suis pas du tout entrée dans un mode j'ai envie d'acheter ça, je vais épargner pour ça. La question est revenue là tout récemment puisque j'ai cousu là en début d'année des sous-vêtements, des caleçons et des culottes pour moi, voilà pour mon mari, pour mes enfants. Je me suis lancée un petit peu à faire ça, donc j'ai fait quelques tests. Et je trouve que les finitions sont pas exceptionnelles sur ce que je fais. Sur les premiers, là sur les deuxièmes que j'ai cousus, c'est déjà un petit peu mieux, j'ai un petit peu plus compris les logiques et les façons de faire. Mais j'ai eu plusieurs retours de couturières qui me disaient, pour les caleçons par exemple, la recouvreuse c'est idéal. Je me dis, ah mince. Donc effectivement, je vois bien maintenant où pourrait être l'utilité de la surjeteuse sur des... Non, la recouvreuse, pardon, sur des caleçons. Par contre, acheter une recouvreuse juste pour des caleçons, c'est peut-être un petit peu limité, parce que je ne sais pas ce que je couds non plus tous les jours. Mais j'ai réfléchi tranquillement, je me dis, pourquoi pas. Alors, acheter la recouvreuse seule, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ça me ferait 3 machines. Donc là, 3 machines, je ne sais même pas où je les installe. Je pourrais rajouter un bout là, mais j'ai pas non plus envie d'encombrer encore plus ma pièce. Je pourrais acheter une surjeteuse recouvreuse, auquel cas, il faudrait que je revende ma surjeteuse. Je pense que ça se revend assez facilement, enfin j'imagine, sachant quand même que ce modèle-là de Babylock, je crois qu'il n'est plus fait. C'est plus les imaginer, elles ont un autre nom, donc voilà, si elles sont plus faits, c'est qu'elles vont pas forcément être recherchées à l'achat. Donc je sais pas trop, là je suis vraiment pas décidée. Sachant en plus que si j'achète une recouvreuse, j'ai très envie de rester chez Babylock, parce que j'en suis très contente, j'ai même pas envie de regarder ailleurs. Je vais y arriver. La recouvreuse, elle est, je pense, au même prix que la surjeteuse. Je crois que c'est la Cover Stitch. Elle est dans les 1000-1200 euros, quelque chose comme ça. Et une surjeteuse recouvreuse, j'ai noté les prix. Euh, ta, 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 ta. Il y en a plusieurs modèles, de 2300 à 3300 euros. 3300 euros, c'est le modèle top, c'est la Gloria, mais entre-temps, il y a la Ovation, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises sur les noms, qui est dans les 2300 euros, qui est déjà pas mal. Je crois que c'est celle-ci dont j'ai vu la démo. Donc de toute façon, même si je me décide, je vais épargner pour avoir cette somme dans quelques mois. Je ne vais pas épargner ça en 2 mois, hein, vous en doutez. Voilà, ça me prendra peut-être, je sais pas, 2300 euros, ça va me prendre un petit moment quand même. Donc je vais voir. Je suis pas décidée, je suis pas du tout sûre que ça se fera sur 2020, loin de là. Mais je me dis, voilà, pour finir mes vieux jours de couturière, peut-être à la retraite, ce serait bien que j'envisage une recouvreuse. Bon, la retraite, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais voilà, peut-être pour dans 3, 4, 5 ans, pour évoluer encore un petit peu et améliorer encore plus mes finitions, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vais rester avec mon parc machine actuel. Babylock Imaginé pour la surjeteuse, Juki HZL G210 pour la machine à coudre. Voilà donc pour cette petite présentation assez rapide de mes machines à coudre. Je peux pas vous dire acheter Juki, acheter Babylock, j'ai pas vraiment de conseils puisque j'ai pas beaucoup de comparatifs. Je sais qu'il y en a qui sont très contentes avec leur browser pour la machine à coudre. Janome revient très souvent quand même dans ce que je vois des couturières, ce qu'elles ont. Janome Bernina, mais Juki, j'en vois pas énormément, mais voilà, renseignez-vous. Pour les surjeteuses, je vois Babylock, je vois les Brothers qui reviennent quand même pas mal. La Juki, je crois que c'est la 644 quelque chose, je l'ai vu aussi plusieurs fois utilisée par des couturières. Donc voilà, faut pas hésiter à vous renseigner, à poser des questions, à aller dans des magasins, même sans acheter, parce que ça vous permet de vous rendre compte voilà, de la qualité des plastiques, des matériaux, d'avoir un discours de vendeur. Forcément, les vendeurs dans les magasins, ils ne présentent pas toutes les marques, donc ils vont vous mettre en avant une certaine marque, mais n'hésitez pas à multiplier, voilà, regarder des vidéos sur internet, sur YouTube, de voir ce que les marques présentent, ce que les couturières présentent, parce que voilà, je ne suis pas la seule à avoir fait une vidéo sur mes machines, mais il ne faut pas hésiter à vous renseigner. Et il ne faut pas hésiter aussi, je vous dirais, à mettre peut-être un petit peu le prix. Alors c'est sûr, pour commencer, la machine qu'on trouve chez Lidl, parce qu'on en trouve voilà, régulièrement, Lidl fait toujours cette machine à une centaine d'euros. Bon, je pense que là, à 100 euros, ça sera un peu plus cher maintenant.
C'est sûr que quand on n'a aucune idée de savoir si la couture va nous plaire, ça paraît difficile de se dire je vais mettre 500 € dans une machine et si ça se trouve demain ça va pas me plaire. Je le comprends entièrement. Donc ça peut être une façon de débuter sur ces machines. Mais si vraiment vous voyez que ça vous plaît, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à investir, quitte à attendre quelques mois, d'économiser 50 € par mois pendant 10-12 mois, de garder l'argent que vous avez à vos anniversaires, que vous recevez à Noël, des ventes que vous faites sur Vinted de vos anciens vêtements, enfin j'en sais rien. Moi c'est un peu comme ça que je fonctionne, je fais une espèce de cagnotte où je mets un petit peu les sous que j'ai en plus de mes revenus, de mon salaire. Je fais des cagnottes comme ça par projet. Mais n'hésitez pas à investir un petit peu plus pour de la qualité qui va vous durer dans le temps. C'est un petit peu la façon de faire qu'on a avec mon mari sur pas mal de choses dans notre vie de tous les jours. Je ne l'avais pas il y a encore quelques années et je me rends compte quand même que c'est finalement assez économique. Ça peut paraître paradoxal, mais on met un petit peu plus au départ, mais au final ça nous dure plus longtemps que si on avait mis moins cher, mais qu'on avait dû racheter 2 ans plus tard la même chose ou qu'on s'était dit, ben mince finalement, il faut que j'achète de meilleure qualité, donc plus cher. Après, il y a du très cher qui n'est pas de bonne qualité. C'est pour ça que prenez le temps de vous renseigner, allez chercher les infos, posez des questions. Moi, j'ai eu les boutiques au téléphone, hein, j'ai pas hésité à poser mes questions. Donc bien sûr, si vous avez des questions sur ces machines ou sur d'autres marques, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou à discuter entre vous, à venir interagir sur Instagram, sur la publication où je vous présenterai cette vidéo. Mais il ne faut surtout pas hésiter à vous renseigner. Et puis un jour, il faut se lancer. Et puis, il n'y a pas de raison. Si vous avez envie, que vous trouvez le modèle qui vous plaît, il n'y a pas de raison que je pense que vous soyez déçus. Alors bien sûr, si vous avez des recommandations à me faire sur mes interrogations concernant la recouvreuse, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour être informé des prochaines sorties vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver sur mon compte Instagram @leboudoir de Lauriane. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite.